Donc bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'il est à présent 17 heures, donc je vous propose de débuter ce webinaire. Donc tout d'abord, bienvenue dans ce webinaire intitulé L'apport des ITS à la mobilité routière en temps de crise. Donc c'est un webinaire co-organisé par ATEC ITS France, par l'association Pierre France en partenariat avec le CEREMA. Donc nous sommes ensemble pour 1h30 jusqu'à 18h30, voilà. Donc je vais me présenter. Moi, pour ma part, je suis Fabrice Reclus. Je travaille au CEREMA Territoire et Ville à Lyon et donc j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire. Tout d'abord, pour le suivre dans les meilleures conditions, je vais vous rappeler quelques petites consignes pratiques. Donc, pour savoir un petit peu qui est présent, je vous propose de renommer votre nom, prénom ainsi que votre organisme grâce à l'onglet participant. Je vous invite également à couper votre VPN, ça vous permettra d'avoir plus de fluidité pour suivre ce webinaire. Vous pouvez également couper votre micro lorsque vous n'intervenez pas. Nous aurons donc, suite à l'ouverture du webinaire, 3 présentations et je vous propose de prendre les questions au fur et à mesure suite à chaque présentation. Donc, vous pouvez poser vos questions dans l'outil de chat qui est disponible dans la barre d'outils du webinaire. Et ensuite, moi, je les lirai et je les retransmettrai en fait aux orateurs. Voilà, et enfin, je vous signale que donc, le webinaire est enregistré, mais ceci pour un usage interne. Donc, si vous ne souhaitez éventuellement pas apparaître, vous pouvez toujours couper votre caméra. Voilà, je vous propose dès à présent de débuter le webinaire avec le mot d'accueil d'André Bretou, président de Pierre France. André. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints. Il y a un an, la crise sanitaire s'est abattue sur la plupart des pays du monde et elle a mis en évidence l'importance de la route et plus généralement des chaînes logistiques qui ont tenu. Ça n'a pas été vrai dans tous les pays, mais on a pu constater dans notre pays en tout cas que l'approvisionnement des magasins était assuré, que les personnels, les services de secours, les personnels de santé pouvaient se déplacer et trouver tous les services nécessaires à se déplacer. Elle a montré également l'utilité des lieux d'échange internationaux pour échanger sur des bonnes pratiques. Elle a enfin montré l'utilité des techniques du digital, des systèmes d'information intelligents. Et c'est un peu de tout cela, à partir de tout cela, que Pierre France et l'ATEC ont décidé au fond d'en faire un webinaire. Voilà, diapo suivante s'il vous plaît. Alors j'imagine, wow, restez sur la presse, oui ou là-dessus, oui. J'imagine que vous ne savez pas qui est Pierre et ce que nous faisons, et donc nous nous sommes mis à 3 pour vous expliquer cela. Nous avons la chance d'avoir Claude Van Routen, qui est le président de l'Association mondiale de la route, Patrick Maléja, qui est le secrétaire général de l'Association mondiale de la route. Alors, eux deux, c'est 124 pays. Et puis, vous avez le troisième, André Breteau, qui, lui, ne représente que la France. Moi, je suis le président de Pierre France. Diapo suivante. Voilà, donc, Claude va vous présenter l'Association mondiale de la route. Claude, à toi. Merci d'être là et merci des quelques mots que tu vas prononcer. Diapo suivante. Voilà. Claude, votre micro est coupé. Il vous faut allumer votre micro, s'il vous plaît. Bonjour, effectivement, j'étais trop discipliné, je recommence. Bonjour à tous, c'est un vrai plaisir de vous adresser quelques mots très brièvement pour présenter notre association qui effectivement est représentée dans plus de 140 pays avec 124 pays membres gouvernementaux, mais aussi des collectivités locales, des membres collectifs, des membres individuels et j'insiste toujours, c'est écrit entre parenthèses, public ou privé, parce que nous tenons à rassembler les expertises de partout. Et évidemment, le périmètre, c'est l'éventail de toutes les questions liées aux routes et aux transports connexes, puisque la route s'inscrit dans un système global de transport. Je ne dois pas le répéter. Je l'ai quand même fait, pardon. C'est un Belge, c'est comme ça, c'est pour les blagues belges. Il faut tout répéter 2 fois. Alors, l'émission, c'est un forum international de premier plan. Nous voulons absolument donner les bonnes pratiques dans l'ensemble des pays à tout le monde. J'insiste toujours aussi, nous sommes apolitiques et nous tenons à rester apolitiques. Et le principe de l'association, c'est de travailler en mobilisant l'expérience de 1200 experts de plus de 80 pays
Vous me direz pourquoi pas 140, mais pas tous sont capables de nous fournir les efforts ou ne souhaitent pas toujours fournir les efforts. C'est pour ça que nous sommes une plateforme d'échange. Vous voyez d'ailleurs la carte qui est affichée là, qui présente aussi les pays en jaune qui ont également un comité national comme la France, présidée par André Breteau. Je me réjouis d'écouter ce séminaire qui est indiscutablement dans l'actualité et j'arrête de vous chipper des minutes. Je repasse la parole au président, à notre ami André Breteau. Je rappelle à tout le monde qu'il est coordinateur de thèmes stratégiques au sein de notre association et que ça fait un grand plaisir de pouvoir participer à ce genre de séminaire. Bonne continuation. Merci Claude. Diapo suivante. Donc, Pierre France regroupe les membres français de PIARC. Le premier délégué est Madame Sandrine Chenzy, qui est directrice des infrastructures de transport. Nous avons des adhérents répartis en 4 collèges avec 2 critères, donc public, privé et collectif ou individuel. Voilà, donc n'hésitez pas à adhérer. Nos missions, contribuer aux objectifs poursuivis par PIARC et au rayonnement du savoir-faire français à l'international, favoriser les échanges dans le domaine des infrastructures et des transports routiers, organiser la diffusion des travaux de PIARC en France. Au total, nous avons parmi les 1200 experts dont parlait Claude tout à l'heure, une 60aine d'experts français qui participent pour une 50aine d'entre eux au comité et pour une dizaine d'entre eux, ce sont des membres correspondants. Et cela, c'est pour un cycle de 4 ans, donc sur le cycle 2019-2023. Diapo suivante. Il y a une vingtaine de comités qui sont répartis en 4 thèmes stratégiques. Le premier thème, c'est l'administration des routes avec, comme vous le voyez, 5 comités et un groupe d'études. Les couleurs, le bleu foncé, c'est lorsqu'il y a plusieurs experts français dans ce comité. Bleu un peu plus pâle, c'est lorsqu'il y en a simplement un. Le thème numéro 2, c'est le thème mobilité. Alors là, les experts français sont dans tous les comités, avec le milieu mobilité en milieu urbain, mobilité en milieu rural, transport de marchandises et ITS, exploitation des réseaux routiers. Et donc, ce sont les membres français de ce comité qui organisent, qui ont eu l'idée d'organiser avec la TEC ce webinaire. Il y a également dans ce thème mobilité un groupe d'études qui vient d'être créé, le système de route électrique qui a été lancé en novembre. Diapo suivante. Alors, les 2 derniers thèmes stratégiques, l'un porte sur la sécurité et la durabilité. C'est là-dedans qu'on trouve notamment tous les problèmes de gestion du patrimoine routier, de sécurité, de viabilité hivernale, avec un congrès mondial d'ailleurs tous les 4 ans également. Et enfin, la résilience des infrastructures avec les 4 types d'ouvrages, chaussées, ponts, terrassements, tunnels, puis des comités terminologie. Alors, je voudrais dire un mot sur l'importance de ce qui se passe dans ces comités. Dans ces comités, vous avez en général des experts qui viennent de 20, 30, 40 pays et qui, à 2 reprises, à chaque fois pour 2 jours, se réunissent dans des pays différents pendant 4 ans. Alors, au bout d'un moment, finalement, ces gens-là se connaissent et il y a une confiance qui s'installe entre eux. Et c'est cela qui permet finalement des échanges en toute confiance et qui permet, Patrick Maléjac l'illustrera tout à l'heure, quand il y a un gros coup dur, comme par exemple une pandémie, d'actionner tout de suite ce réseau international d'experts qui se connaissent et qui se font confiance. Diapo suivante. Alors, nous devons bien sûr diffuser nos travaux dans l'écosystème français de la route. Et pour cela, nous nous sommes nous aussi mis au webinaire. Nous avons commencé en novembre avec un webinaire sur la gestion du patrimoine d'ouvrages d'art, avec tous les problèmes de sécurité, de vieillissement des ponts. Le 8 décembre, avec les actualités de la viabilité hivernale à l'international, échange d'expériences. Le 12 janvier, avec les bus rapides transit à l'anglo-saxonne et les lignes express françaises sur autoroute, et le 2 février sur le véhicule automatisé, défis et opportunités pour les gestionnaires routiers. Toutes ces présentations sont disponibles sur le site PIARC France, et quand vous aurez ces diapos, vous aurez le lien. Et enfin, 2 webinaires sont prévus, celui d'aujourd'hui bien sûr, et un autre le 15 avril sur les défis de l'exploitation durable des tunnels routiers. Les inscriptions sur ces webinaires sont adressées à Yolande Daniel @université-du6fl.fr. Voilà, j'en ai fini et je passe la parole à Patrick Maléjac qui va nous parler de ce que le secrétaire général a lancé
le 25 mars 2020. Merci beaucoup André, et puis merci beaucoup à TechITS, à Pierre France et aux partenaires du webinaire de leur invitation. Donc Patrick Maléjac, secrétaire général, nommé par Christophe Saint-Tillon il y a quelques années désormais, qui est un l'antéprédécesseur de Sandrine Chinzy. Donc un grand merci à la France de nous permettre d'être présents dans l'association. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc comme tout le monde, on s'est retrouvés il y a à peu près 12 mois, confinés et un peu stupéfaits. Et très vite, on s'est rendu compte que la route est un bien essentiel, c'est pas très nouveau, qu'il était important que les denrées alimentaires, que les biens de première nécessité, que les produits industriels circulent et que donc les routes restent ouvertes. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos membres, qui sont des administrations, qui sont également des exploitants routiers, etc., toute la communauté. Donc avec l'aval du président Claude Van Routen, et il ne l'a pas dit, mais en coordination étroite avec André Breteau, qui coordonne le thème mobilité à Piarc Monde, en plus de ses nombreuses casquettes nationales, on s'est dit, nous allons créer un groupe de travail, justement basé sur ce réseau d'experts qui se connaissent, qui sont en confiance. Donc, on a créé cette équipe de réponse fin mars, et elle existe toujours, elle est coprésidée par un Américain et moi-même. Nous avons tenu notre premier webinaire 2 jours plus tard. Donc, bilan assez rapide. En quelques mois, on a organisé plus de 20 webinaires avec environ 100 conférenciers, le tout en 3 langues, français, anglais, espagnol, avec 1500 participants de environ 100 pays au total. Hein. Donc, vous allez me demander, mais alors, vous avez parlé de quoi? Donc d'abord, on a fourni un forum d'échange. Les gens au niveau mondial avaient besoin de parler, de se demander, de ne pas se sentir seuls, et aussi d'échanger leurs méthodes et astuces, si je peux utiliser ce mot un peu familier, dans un contexte qui était nouveau pour tout le monde. Donc on a eu besoin de mettre sur pied une clause de non-responsabilité. En gros, venez, écoutez, mais utilisez à vos risques et périls. Pour l'instant, personne ne s'est plaint, mais ça a permis de créer beaucoup de confiance. Diapositive suivante. Merci. Donc voilà ici rapidement les portraits et puis le nom des membres de cette équipe. Je tiens à souligner la présence de notre collègue Pascal Rossini du CEREMA, qui par ailleurs est secrétaire francophone du comité qui se consacre aux questions de gestion du patrimoine et qui a beaucoup œuvré à ce que les webinaires en français, car il y en a eu plusieurs, se déroulent efficacement et attirent un auditoire. Diapositive suivante, Alexandra. Merci. Donc, plus de 20 webinaires, très rapidement, ici quelques photos. Certains de ces webinaires étaient vraiment très vastes, sans sujet particulièrement ciblé. D'autres, au contraire, se concentraient sur des questions comme le fret, comme la reprise économique après le gros de la crise, sécurité routière, etc., etc. Viabilité hivernale également. Diapositive suivante. Nous avons organisé ces webinaires donc, avec le réseau Piarc, donc plus de 250 membres, 2500 membres à travers la planète, plus de 20 comités, etc. Mais également les partenaires de l'association qui ont bien voulu partager leurs connaissances avec nous, le TRB aux États-Unis, le réseau police en question urbaine, et le Forum international des transports également auprès de l'OCDE. Ça permet d'enrichir notre offre. Et sur les diapositive suivante, je présente un petit peu ce que vous allez trouver sur notre site internet, si vous voulez, donc rapidement, donc une page dédiée qui recense les rapports existants qui permettent de traiter les questions de crise. On retrouve les enregistrements vidéo des webinaires ainsi que les présentations traduites dans tous les cas en anglais, français et espagnol, qui sont nos 3 langues de travail. Donc on essaie de ne pas se laisser complètement envahir par l'anglais. Et sur des diapositive suivantes, vous verrez que nous avons également, mais aussi en étroite collaboration avec André, réussi à élaborer un rapport technique détaillé basé sur ces webinaires. Là, c'est vraiment les premières réponses et les enseignements qu'on peut en tirer. Donc c'était publié en décembre dernier, là aussi en 3 langues. Le lien là est un peu compliqué, je vais le partager dans le chat. Et on y traite de questions variées, très variées, comme les questions de qu'est-ce qu'on a fait en système de transport intelligent, en sécurité routière, en sûreté, comment est-ce qu'on a géré les questions de travaux routiers, quelles mesures économiques de soutien aux entreprises dans le secteur routier ont été mises sur pied. Donc c'est vraiment un recensement des pratiques à travers la planète et qui permettent à chacun de s'en inspirer en fonction du contexte local et des recommandations locales, bien évidemment.
Et je crois que j'arrive à la fin de ma présentation. Il y a peut-être une diapositive suivante. Voilà, donc on continue le travail. Donc, très récemment, on organise un dernier webinaire sur l'évaluation des projets routiers dans le contexte Covid. L'enregistrement est disponible sur notre site internet. Dans quelques semaines, avec Michel Demar, nous organisons un webinaire sur la commande publique et les mesures de transparence sur les marchés. Et en juin, en coordination avec le TRB aux États-Unis, un nouveau webinaire sur la gestion des catastrophes dans le contexte Covid. Donc, on a vu malheureusement au fil des mois que les catastrophes se sont succédées dans différents pays, inondations, incendies, et qu'il a bien fallu les gérer, alors même que par ailleurs le Covid imposait des mesures particulières à toutes et à tous. Et nous sommes également engagés avec tous nos comités dans l'évaluation des mesures qui ont été mises en œuvre un petit peu à la hâte pendant la crise et dans l'identification de ce que c'est que cette nouvelle normalité dont on parle beaucoup dans les journaux. En termes de transport, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va voir réellement une diminution de la demande de transport puisque les gens vont travailler beaucoup plus depuis chez eux? Est-ce que vraiment les gens vont continuer à avoir peur des transports en commun? Est-ce que les pistes cyclables sont destinées à rester là, etc., etc. Ce ne sont pas des réponses simples, c'est des questions sur la durée. On a tendance à dire que les infrastructures sont construites pour au moins 100 ans. L'accélération du temps peut-être va nous amener à revoir cette échelle. Merci beaucoup et encore merci à tous les organisateurs de l'invitation. Moi, je resterai là et je suis disponible pour des questions. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois pour cette présentation synthétique, mais également large des activités de PIARC au niveau mondial ainsi qu'en France. Nous allons revenir un petit peu plus tard aussi sur la présentation détaillée du rapport sur les effets de la pandémie Covid-19, rapport qui a été élaboré par PIARC. Voilà, donc je vous propose de passer à présent à la première présentation de ce webinaire par Olivier Coy. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, déjà bonjour, en attendant que voilà. la diapo devrait suivre. Donc Olivier Coy, directeur de la société voilà. Atland. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc Olivier Coy, donc moi je dirige Atland, donc qui est la société concessionnaire de l'A63 dans les Landes. Et je vais intervenir ici à la fois en tant que concessionnaire autoroutier, gestionnaire de réseau, mais aussi en tant que membre de PIARC, puisque je suis membre du comité technique sur le fret et plus particulièrement en charge du groupe de travail sur les surcharges. Donc déjà pour vous situer, l'A63 dans les Landes, c'est une concession récente qui était l'aménagement sur place de la Nationale 10, avec aujourd'hui une infrastructure qui est, pour résumer, une grande ligne droite de 100 km à 2 fois 3 voies, avec 2 grandes gares de péage en pleine voie, avec des voies sans arrêt TIS 30. Et pour exploiter cette infrastructure, une centaine de personnes chez Aegis Exploitation Aquitaine, qui est notre sous-traitant exploitant, et 8 personnes chez Atland. Le tout réparti sur 4 sites pour l'exploitation et Atland sur Pessac. Diapositive suivante. Alors, l'adaptation à la crise sanitaire par rapport au système dit intelligent, c'est déjà les systèmes informatiques. Donc, c'est vrai que pour commencer, je pense qu'il était bon de rappeler que ce qui a été le premier choc, entre guillemets, c'est le basculement en télétravail quasi intégral avec les mesures de confinement, évidemment pour les postes pour lesquels c'était possible. Sur les concessionnaires autoroutiers, effectivement, déjà, là je parle en mon nom, mais c'était quand même un constat partagé, le télétravail était déjà un mode de travail qui était présent. Même pour nous, Atland, avec 8 personnes, j'avais déjà une salariée en télétravail quelques jours par semaine. Une vraie familiarité quand même avec le numérique, qu'on utilise quand même depuis déjà pas mal d'années, et des équipements disponibles, que ce soit des ordinateurs portables ou des VPN établis déjà entre nos différents sites. Un autre atout, encore plus spécifique à notre modèle qui sépare en fait l'exploitant du concessionnaire, c'est que malgré cette séparation organique, l'existence de liens informatiques notamment, VPN, assez développés et des plans de continuité d'activité ou de reprise d'activité qui étaient déjà établis, alors pas forcément détaillés sur les pandémies, même s'il y avait
les antécédents des crises sanitaires antérieures, H1N1, etc. Des expériences de gestion d'événements particuliers. Là, j'emploierai pas forcément le mot de crise, mais qu'on pense par exemple à l'organisation du G7 sur le Pays Basque à l'été 2019, qui nous avait conduit à mettre en place pas mal de moyens dans ce domaine. Mais évidemment, rappeler que l'exploitation d'une autoroute, c'est quand même d'abord une mission de terrain avec des patrouilleurs, des agents pour nous au péage, donc une part importante quand même d'agents qui sont restés sur le terrain. Donc au final, d'abord un passage assez rapide et plutôt fluide. Diapositive suivante pour l'entrée dans cette crise. Alors plus spécifiquement sur les systèmes de transport intelligents pouvant aider le trafic, ce qui nous caractérise, c'est quand même un focus particulier sur le transport de marchandises, ce qui explique aussi ma présence dans le comité technique fret. Donc là, je partagerai des éléments qui viennent d'Atlante, mais aussi un petit peu que vous retrouverez dans le rapport de Piarc plus général. D'abord, la mise en place de services d'information en temps réel, notamment pour les conducteurs routiers, sur les installations disponibles, puisqu'un des enjeux, c'était de maintenir le bon état des sanitaires, mais aussi la distribution de nourriture le long des autoroutes, avec la mise en place par les services de l'État de la plateforme Bison Futé sur ce sujet-là. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'on était dans une situation où il n'y avait pas de lien automatisé de remontée d'informations, mais que finalement, en organisant par simple remontée par mail entre les différents concessionnaires vers les services de l'État, il a été possible de mettre en place une restitution universelle sur le site Bison Futé des éléments. Sachant qu'en ce qui nous concerne, et depuis 2016 déjà, nous avions pour le coup un système automatisé sur les places de stationnement avec l'application Truck Parking Europe. Évidemment, autre élément existant mais qui a été particulièrement utile, tout ce qui est péage sans arrêt, puisqu'on a vu dans un certain nombre de pays la disparition quasi rapide et totale du cash, ce qui n'a pas été notre cas de figure, mais il est évident que le péage sans arrêt s'est révélé utile, bon, même si dans notre cas c'est du TIS 30, il y a quand même encore la barrière, et évidemment le suivi et la maintenance des équipements. Plus largement, au niveau européen, les modalités du transport international routier, le TIR, avec un développement de la version digitale, le e-TIR, pour assurer un passage aux frontières le plus harmonieux possible. Alors, selon les pays, une utilisation variée des systèmes de transport intelligents, mais pour la gestion du passage des frontières, la mise en place des green lanes, donc des voies prioritaires pour les camions, puisqu'on a vu au début de la pandémie un certain nombre de difficultés au passage de frontières. Diapositive suivante. Autre volet, évidemment, ces systèmes pour nous aider à comprendre en fait, la crise et suivre notamment les évolutions de trafic qui sont évidemment stratégiques. Alors évidemment pour un concessionnaire autoroutier puisque ce sont les recettes, mais pour tout autre gestionnaire puisque le sujet de l'exploitation et de la maintenance est très important. Donc le suivi du trafic avec les boucles de comptage, mais aussi les systèmes de péage. Ah oui, alors je suis désolé, il y avait quelques redites. On peut passer à la diapositive suivante avec quelques illustrations. Voilà, donc un suivi très fin du trafic, un suivi au jour le jour, ce qui nous concernait, pour prendre le pouls du trafic et voir les effets. Donc en vert, ce sont les véhicules légers et en rouge et marron, les véhicules lourds, avec un trafic de poids lourds donc, qui a quand même été fortement impacté sur le mois de mars avec le premier confinement et qui est revenu presque à la normale par palier. Là, il est difficile de l'apprécier avec nos simples capteurs, même si les équipements de pesage en marche ont été intéressants. Mais on a clairement vu aussi des paliers dans la nature des trafics, avec en particulier le trafic automobile, de l'industrie automobile, notamment les porte-chars, qui ne sont réapparus qu'à partir de la mi-mai, alors que d'autres trafics étaient revenus un petit peu plus tôt. Et évidemment, on voit la régularité du trafic de marchandises par rapport au trafic de voyageurs au moins attendu, avec l'absence de déplacement pendant les week-ends de Pâques et du mois de mai, qui d'habitude sont évidemment très, très fréquentés. Diapositive suivante.
au niveau national, des éléments mis en œuvre par le CEREMA avec une plateforme mise en ligne pour suivre les évolutions du trafic sur quelques points. On peut voir un extrait diapositive suivante avec un focus évidemment sur le trafic de marchandises. Je suis resté dans cette veine-là, mais vous avez sur la présentation toutes les adresses, donc avec notamment l'exploitation des données des équipements de pesage en marche, donc que j'ai ciblé. Donc là, vous avez par exemple le site de Coué en Nouvelle-Aquitaine, au sud de Poitiers, avec l'exploitation du poids moyen par véhicule, pour lequel on n'observe pas d'éléments extrêmement marquants dans des différences de comportement. Diapositive suivante. Et la restitution des informations sur les services aux routiers avec le site de Bison Futé et les restitutions sur Truck Parking avec le détail un petit peu plus fin des services. Vous voyez à droite, puisque dans l'application, il est possible d'indiquer les différents services à disposition, douche, restauration, présence d'éclairage ou de surveillance, et une information en temps réel sur la disponibilité des places de stationnement. Diapositive suivante, et je crois qu'on approche de la fin, avec évidemment le péage sans arrêt et les voies TIS30 qui ont été encore plus utilisées. Alors, ça ne correspond pas forcément à un changement des comportements, mais plus à un changement de la composition du trafic, puisque le trafic qui est resté principalement, c'est le trafic de grand transit international, qui était lui déjà massivement équipé de boîtiers de télépéage. Alors TIS30, en fait, c'est le télépéage intersociété. Alors ça, en fait, c'est pour les abonnements de télépéage, et le 30 désigne la vitesse de 30 km/h, puisque même si nous conservons des barrières de péage, on n'est pas encore dans ce qu'on appelle le free flow intégral, la barrière va s'ouvrir dès lors que le véhicule est correctement équipé, roule à 30 km/h, il ne va pas avoir besoin de s'arrêter complètement. Donc, ça assure une réelle fluidité en gare, et ça évite évidemment tout contact, pas d'utilisation ni de carte bleue ni de monnaie. Voilà, on peut passer à la diapositive suivante, qui est la dernière. Voilà, c'était la dernière. Voilà, j'ai essayé d'aller le plus vite possible pour vous laisser aussi la place au débat, et je cède la parole au suivant. Merci. Merci Olivier Coix. Je pense qu'on va peut-être rester quelques minutes avec vous tout de même. On a un petit peu d'avance. Donc je rappelle en fait, voilà, vous pouvez poser vos questions dans l'outil de chat en ligne. Donc il y avait une question sur le TIS30 et vous l'avez déjà répondu. Moi j'avais déjà peut-être une première question pour lancer le débat. C'est vrai qu'en fait dans notre vie quotidienne, puisqu'on parle de l'impact de la pandémie, c'était par exemple la généralisation du paiement sans contact. Vous en avez un petit peu parlé. En fait, finalement, les ITS étaient déjà prêts pour une partie des trafics, un paiement sans contact. Est-ce que c'est une tendance qui s'est accentuée et qui va être durable selon vous? Oui, alors il est évident, sur le sans contact, de toute façon, le grand mouvement était déjà bien lancé, avec aussi des exigences au niveau bancaire. Là-dessus, d'ailleurs, nous-mêmes, Atland, on est un tout petit peu en retard, mais on sera dans les délais. C'est vrai que la crise a évidemment accentué cela, même si, en même temps, si vous voulez, la réduction quand même du trafic a été extrêmement importante, notamment sur les véhicules particuliers, et que le sans contact, notamment, vise plutôt justement la clientèle particulière. Donc, pour ce qui nous concerne très précisément, je dirais que la pression est restée la même. Il n'y a pas eu une accentuation outre mesure. Mais c'est vrai que si on regarde un petit peu plus largement au niveau mondial, il y a quand même un certain nombre de pays dans lesquels c'est carrément la monnaie et le cash qui est carrément disparu, en fait, purement et simplement. D'accord, merci. Je vois qu'il y a une question sur le… Alors, j'imagine que c'est un lien avec les niveaux de trafic qui ont été constatés durant la pandémie. Quel est le niveau habituel de trafic sur A63 en termes de nombre de véhicules par jour? Et finalement, est-ce que vous avez remarqué, on va dire, quel a été le niveau de chute et ensuite le niveau de reprise suite au confinement, déconfinement, quoi? Oui, alors, si on raisonne en moyenne annuelle, donc le fameux TMJA, qui est l'année divisée par 365, on est à peu près à 9 000, 9 500 poids lourds et 20 000 véhicules légers, 21 000. Cette moyenne cache des différences très importantes, notamment sur les véhicules légers, puisque
cette moyenne est gouvernée par le pic estival, hein, où on peut monter à 60-70 000 pour les chassés-croisés, alors qu'en temps normal, hein, des mois comme mars ou février, on va tourner plutôt à 10 000 véhicules légers par jour. Sur un jour de semaine, c'est des chiffres que j'aime bien aussi rappeler, sur un jour de semaine où c'est vraiment le trafic poids lourd qui domine, on monte à 13 500 poids lourds jour pour moins de 10 000 véhicules légers. Donc on a plus de poids lourds qui circulent que de véhicules légers. Les effets de la crise ont été sur la 63 à peu près comme les effets nationaux sur mars-avril, c'est-à-dire une chute quasiment à 80-90% pour les véhicules légers, à 40-50% pour les poids lourds. En revanche, des effets très différenciés cet été, enfin l'été dernier, puisque, entre guillemets, malheureusement pour nous, notre dépendance des trafics internationaux nous a touché de plein fouet sur les véhicules légers. C'est-à-dire qu'on a perdu tous les flux vers l'Espagne, le Portugal ou l'Afrique du Nord, hein, puisque ces pays étaient pour certains fermés ou pour d'autres avec des restrictions très fortes. Et cette perte n'a pas été compensée par des déplacements internes France vers le Pays Basque, qui évidemment ne pouvait pas forcément accueillir tout le nord de la France. Alors que sur d'autres réseaux, que ce soit sur la façade atlantique un petit peu plus au nord ou même dans les Alpes, je dirais que le trafic interne France a pu compenser en fait la perte de trafic international. Donc nous, on a quand même malheureusement fait un été en véhicule léger plutôt à moins 20, moins 25, alors que sur d'autres réseaux, ça a été à peu près compensé. Le trafic poids lourd, lui, en revanche, est resté assez soutenu à partir de juin, on va dire, et est resté à peu près au niveau quasiment nominal, hein, avec un retrait par rapport aux prévisions qui est au niveau de moins 5 sur la fin de l'année. Et qui fait, au niveau annuel, c'est vraiment mars-avril qu'on pesait sur l'ensemble. Donc voilà un petit peu pour fixer les ordres de grandeur. D'accord, merci. Peut-être une dernière question. En fait, vous avez présenté l'indicateur de trafic, notamment réalisé par le CEREMA. Quel est l'intérêt pour vous, le besoin, enfin par exemple, de pouvoir vous comparer par rapport au niveau national? Est-ce que c'est des choses qui vous sont utiles, en fait? Oui, bien sûr. C'est pour ça que cette démarche était intéressante et pourrait être encore développée à mon sens, puisque bien entendu, on a besoin, la compréhension de nos trafics passe aussi par la comparaison avec ce qui se passe à côté. On a vu notamment qu'effectivement, la situation interurbaine nous exposait peut-être plus à certains risques, moins à d'autres. Et ça, on ne peut l'apprécier qu'effectivement en observant les évolutions à côté. Alors, les moyennes nationales, bon, c'est un référentiel, hein, on est toujours intéressé par avoir des données un petit peu plus fines. Et c'est vrai que là, notamment, le site de mise à disposition avec les stations EPM, par exemple, même s'il y en a très peu, est quand même aussi intéressant. Donc oui, je suis convaincu qu'il y a un intérêt à partager sur ces éléments. Très bien, cela nous encourage à continuer et encore plus à partager, on va dire du coup. Merci beaucoup Olivier Coy, directeur général d'Atlante. Voilà, je vous propose de passer à la présentation suivante. On a un tout petit peu d'avance, mais bon, ça permettra de garder du temps pour les questions également à la fin de ce webinaire. Donc, j'accueille maintenant Sylvain Belloche. Sylvain Belloche, donc, qui est membre français du comité technique PIARC sur les STI et qui va donc nous présenter les ITS pour l'exploitation routière pendant la crise, une vision internationale. À toi, Sylvain. Merci Fabrice pour cette introduction. Donc, effectivement, je vais, pour faire le lien avec les deux présentations précédentes, reprendre donc, les éléments qui sont disponibles dans le rapport qu'a présenté Patrick Maléjac de l'Association mondiale de la route sur les enseignements liés à l'application de la pandémie, en me focalisant sur les aspects plus liés au système de transport intelligent. Donc, pour ça, diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci.
Pour ça, voilà, je vais effectivement déjà commencer par rappeler ce qu'a déjà indiqué quand même Olivier dans sa présentation, hein, c'est que la gestion des réseaux routiers n'a pas été modifiée que par la pandémie. Il y avait déjà eu bien un certain nombre de changements dans cette façon de gérer les réseaux routiers, dans l'utilisation des systèmes de transport intelligents qui étaient préalable, on va dire, à l'arrivée même de la pandémie Covid-19. Par contre, ce qu'on peut s'apercevoir à travers donc l'ensemble des matériaux qu'on a pu avoir côté Piarc, que ce soit donc les webinaires, que ce soit les échanges qu'on a pu avoir avec cette équipe qui a été mise en place du côté de l'Association mondiale de la route, c'est que la pandémie sur les aspects ITS peut être à la fois considérée comme un défi et comme une opportunité. Alors un défi, je pense que tout le monde le voit bien, hein, les comportements ont quand même grandement évolué avec la pandémie. On a un certain nombre de problématiques qui sont arrivées, j'en parlerai après, avec cette pandémie. Et donc, il faut pouvoir, pour les opérateurs de transport routier, pour les différents exploitants et gestionnaires de réseaux routiers, il faut pouvoir y répondre, pouvoir répondre à ce défi. Et pour ça aussi, la pandémie, c'est une opportunité. C'est comment est-ce qu'on peut utiliser des moyens finalement peut-être peu coûteux pour pouvoir obtenir des éléments sur comment est-ce que les comportements évoluent, sur comment la mobilité, elle aussi, évolue de manière globale. Et c'est ça aussi qui fait que les différents opérateurs de mobilité ont réussi quand même à fournir, parfois dans des délais vraiment très courts et sous des fortes contraintes, des services aux utilisateurs, aux usagers, qui ont permis de faciliter la gestion de la pandémie pour l'ensemble de ces acteurs. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, si on regarde un peu plus en détail l'impact de la pandémie sur l'exploitation des réseaux routiers, hein, toujours à l'échelle internationale, si on regarde donc les différentes perturbations du réseau routier et les conséquences pour les opérateurs, alors vous avez ici à gauche de la slide quelques éléments d'impact, de perturbation qui ont été liés à l'arrivée de cette pandémie. Olivier en a un petit peu parlé, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails à ce niveau-là, hein. On retrouve des éléments comme des interruptions de service, peut-être parfois des personnels qui ne sont pas disponibles non plus parce qu'eux aussi sont contaminés et donc ne peuvent pas forcément venir travailler. Donc il faut pouvoir gérer ces situations comme celle-ci. Au contraire, si je m'appesantis peut-être aujourd'hui un peu plus sur les différents défis qui ont concerné donc les exploitants, les opérateurs routiers, c'est déjà une réelle augmentation de la complexité de la gestion de la mobilité. On a bien vu effectivement que cette pandémie avait provoqué une réelle variation dans le temps du volume de trafic. Alors Olivier en a même parlé en disant voilà, pendant le premier confinement ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé lors du déconfinement. Et effectivement, on a eu certainement des éléments auxquels on ne s'attendait pas forcément qui sont arrivés et qu'il a bien fallu pouvoir gérer. Il faut aussi pouvoir gérer, hein, je fais écho aussi à ce qui est un peu à gauche de la slide ici, il faut bien pouvoir gérer des fois des situations particulières, le franchissement aux frontières, avec certains postes de frontières qui sont fermés, et finalement, comment est-ce qu'on fait pour, en tant qu'usager, pour arriver à réaliser son trajet, comment est-ce qu'on a cette information, comment est-ce qu'on peut l'utiliser. C'est aussi des problématiques liées à des priorités peut-être à donner à certains types de transport, que ce soit du transport encore une fois, de marchandises ou du transport d'équipements sanitaires pour lequel il y a peut-être une contrainte particulière en termes de temporalité de livraison. Donc, tout ça fait qu'on a une augmentation réelle de cette complexité de gestion de la mobilité. On a bien sûr un autre défi qui est important, c'est cet environnement qui devient plus hétérogène avec des mobilités qui finalement prennent des formes vraiment variées, par exemple en milieu urbain avec l'arrivée de nombreuses pistes cyclables que vous avez peut-être dont vous avez peut-être entendu parler sous le vocable de Corona Piste. Donc c'est
tout un environnement, au-delà de ces coronapistes, tout un environnement qui devient, lui, beaucoup plus hétérogène, donc à surveiller et à contrôler, et évidemment 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, parce que derrière, on a des enjeux qui sont quand même aussi importants pour le transport routier. Ces enjeux qui sont plus importants, ils exercent quand même une pression beaucoup plus forte sur les parties prenantes. J'ai parlé des difficultés, par exemple, pour certains opérateurs à avoir de la main-d'œuvre disponible en cette période de pandémie. C'est une vraie problématique auquel ont été confrontés ces opérateurs. Mais si on regarde également les transporteurs, eux aussi ont un certain nombre de pressions qui se sont peut-être accentuées pendant cette période de pandémie. Je parlais, pour prendre cet élément-là, je parlais du franchissement des frontières. Olivier Quoi en a parlé un peu aussi de tout ce qui est trouver un point de restauration ouvert pour les transporteurs sur leur trajet, trouver des aires de service où ces transporteurs puissent tout simplement prendre une douche. Ça a été une réelle difficulté pour ces transporteurs, et pour ça, effectivement, c'est aussi un défi pour les différents opérateurs pour pouvoir répondre à cette problématique-là. Un autre défi, c'est on a effectivement une situation qui évolue de manière assez rapide tout au long de cette période de confinement, pendant ces périodes également de déconfinement. Il faut pouvoir les évaluer, mais comme la situation évolue vraiment de manière très rapide, il faut pouvoir évaluer de manière la plus rapide possible, là aussi, les mesures qu'on peut mettre en place, et peut-être pouvoir s'adapter si on s'aperçoit que la situation finalement évolue et que la décision qu'on a prise n'est plus forcément adaptée. Puis enfin, un dernier défi, je pense que là, tout le monde le voit bien, c'est celui de garantir finalement la continuité des activités, la continuité de l'activité d'exploitation de la route. Il faut toujours pouvoir être présent pour répondre à d'éventuels problèmes d'incidents, d'accidents, de gestion je sais pas, de plaques d'huile, par exemple, qu'on arriverait à trouver sur la chaussée. Il faut pouvoir être présent pour répondre à cette problématique-là et pouvoir continuer à assurer l'activité d'exploitation de la route, et puis l'activité également, l'ensemble des services qu'on peut fournir aux exploitants, aux transporteurs routiers. Si je passe à la diapositive suivante, merci. Je ne vais pas forcément rentrer dans l'ensemble des mesures qui ont pu être prises par les différents exploitants routiers à l'échelle internationale, juste peut-être me focaliser sur quelques-unes d'entre elles et faire le lien avec comment est-ce que les différentes données qui sont à disposition peuvent permettre de prendre ces mesures. C'est déjà une première chose, c'est de pouvoir continuer à échanger de l'information avec les usagers de la route, quelle que soit la situation, et encore plus donc en cette période de pandémie où certaines cartes sont quand même redistribuées par rapport à comment est-ce que la circulation peut se faire pour certains types d'usagers. Donc pour ça, certains exploitants ont tout simplement mis en place des systèmes de transport intelligents, pas forcément des éléments très coûteux, mais parfois des systèmes très simples et très peu coûteux à mettre en œuvre. C'est de pouvoir utiliser une redondance du message, donc utiliser différents canaux de communication pour bien faire passer le message et être sûr qu'il arrive à l'usager. Et pour ça, ce qu'on observe aussi, et je pense que le site du CEREMA dont on a parlé tout à l'heure y contribue, c'est que les données que l'on peut recevoir, que l'on peut visualiser, finalement, elles mettent en évidence un certain nombre de comportements et, dans certains cas, peuvent être révélatrices des attentes des usagers. Et c'est ça aussi qui va être intéressant pour un exploitant routier, de façon à pouvoir comprendre comment est-ce que l'attente a pu évoluer et comment est-ce qu'on peut la prendre en compte. La deuxième mesure, je ne vais pas y revenir trop en détail, sur la gestion des péages. Effectivement, dans beaucoup de pays, il y a quand même encore aujourd'hui beaucoup de barrières de péage où on a du personnel qui est présent pour collecter donc la redevance. Donc ça veut dire que derrière, ces opérateurs ont mis en place des priorités pour le paiement numérique. C'est aussi des mesures peut-être un peu plus spécifiques dans certains pays sur rendre gratuit le péage pour des véhicules d'urgence. Au final,
c'est bien les systèmes de transport intelligents qui permettent d'aider l'opérateur et de permettre à l'opérateur de prendre des mesures de protection pour son personnel et pour gérer cette crise sanitaire de ce côté-là. Troisième mesure importante, hein, c'est celle de la gestion des réseaux et de la mobilité. C'est pouvoir garantir, même dans ces situations un peu extraordinaires, un certain niveau de service auquel l'usager est en droit de s'attendre. Et donc pour ça, c'est pouvoir mettre en place, par exemple, des voies qui sont des voies réservées à certains types de véhicules, comme par exemple les véhicules d'urgence, de façon à pouvoir s'assurer du bon acheminement de ces véhicules qui ont des contraintes particulières pendant une période comme celle-ci. C'est également de pouvoir récolter un certain nombre de données pour pouvoir améliorer, pour pouvoir avoir la capacité à gérer de manière la plus dynamique possible le réseau en fonction des besoins et des attentes des usagers que l'opérateur va venir trouver sur son réseau. Enfin, une dernière catégorie de mesures, hein, c'est tout ce qui concerne l'aide à la prise de décision. Là, comme j'en ai un peu parlé auparavant, c'est considérer que l'opérateur, il va avoir un certain nombre de décisions à prendre sur des modalités de gestion de trafic qui peuvent être différentes. Il va falloir pouvoir donc prendre ces mesures, pouvoir les évaluer en considérant à la fois les usagers avec leurs attentes, mais également le fonctionnement du système dans sa globalité. Et donc, pour ça, l'idée, c'est de développer un certain traitement de données qui doivent permettre d'appuyer la prise de décision et de faire en sorte que les décisions qui soient prises soient les meilleures possibles, car les contraintes sont quand même fortes, sont quand même plus fortes en ces périodes de pandémie, et également de pouvoir faire en sorte que les décisions puissent être les plus appuyées, les plus justifiées possibles, de façon à ce que l'opérateur puisse éventuellement venir en rendre compte. Si je passe à la diapositive suivante, hein, si je parle si je synthétise les différentes conclusions et recommandations du rapport, ben, on s'aperçoit que les systèmes de transport intelligent, ça fait quand même partie des meilleurs alliés des exploitants des réseaux routiers. Pour ça, il faut mettre en place des systèmes qui considèrent les besoins, les attentes des utilisateurs. Donc c'est pour ça qu'on parle ici d'approche centrée sur l'utilisateur pour la gestion des réseaux routiers. Un point qui a été important, qui a été rappelé par Patrick tout à l'heure, hein, c'est pouvoir tirer des profits des expériences et des connaissances des autres. Ça, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus, mais il faut pouvoir bien l'affirmer, bien pouvoir le dire. On s'aperçoit, hein, même sur un sujet comme les systèmes de transport intelligents, que certains perdent du temps à réinventer la roue, alors que si on a ce partage qui est bien effectué, on peut effectivement reprendre des éléments qui ont bien fonctionné de manière la plus efficace possible dans un autre contexte. Un autre point sur les systèmes de transport intelligents, hein, c'est qu'effectivement, ils ne sont pas coûteux. On peut considérer des systèmes de transport intelligent à bas coût qui constituent une vraie option possible, valable pour l'exploitation des réseaux routiers, quels qu'ils soient. Si je passe à la diapositive suivante, avec cette fois-ci des recommandations par rapport aux données, c'est bien insister sur l'importance de ces données, l'importance de ce qu'elles nous apprennent, de ce qu'on peut en faire. Et donc pour ça, le premier point, on va dire, de recommandation de ce rapport, c'est de penser aux données qui peuvent exister. Ces données, elles peuvent être présentes soit au sein du gestionnaire routier, elles peuvent être utilisées, elles peuvent être fournies, collectées par d'autres entités. Donc c'est pour ça que ce que j'ai mis ici en fin de slide, hein, c'est de pouvoir évaluer le pouvoir d'un partenariat, notamment pour le recueil et la gestion de données, afin de favoriser l'innovation, mais aussi afin de rendre un meilleur service à l'usager. Et puis enfin, pouvoir s'apercevoir, et c'est vraiment le cas lors de situations extraordinaires comme celle-ci, que finalement, l'information en temps réel, elle est nécessaire
pour pouvoir répondre aux besoins des utilisateurs, aux besoins des opérateurs, mais également pouvoir s'adapter dans la réponse que l'on va pouvoir fournir en termes de gestion et d'exploitation du réseau routier. Si je passe à la diapositive suivante, hein, effectivement, on a donc pu voir, on a pu faire un peu un état des lieux de l'ensemble des problématiques qui sont arrivées sur les exploitants des réseaux routiers, quelques recommandations du rapport, et puis la question c'est, et demain, comment est-ce qu'on prend tout ça en compte pour pouvoir repenser l'exploitation dans un paysage qui finalement sera quand même transformé par cette pandémie. Le premier point qu'il faut bien avoir en tête, c'est celui dont je viens de parler à l'instant, c'est celui de la donnée, de l'importance de la donnée, du recueil de celle-ci, de la gestion, de la bonne gestion de celle-ci, et aussi, c'est aussi le deuxième point ici, hein, c'est de pouvoir traiter et maîtriser finalement une analyse de ces données d'assez haut niveau de façon à pouvoir prendre des décisions les plus appuyées, les plus pertinentes possibles pour un gestionnaire routier, notamment dans des situations de crise un peu particulières comme la pandémie. Le troisième défi de demain, hein, c'est celui de bien comprendre l'individu, de bien comprendre le système dans sa globalité et les enjeux d'un optimum collectif. Et pour ça, le gestionnaire, un de ses rôles, c'est aussi de trouver le bon compromis entre les besoins d'un individu et les besoins du système. Quatrième défi, et j'en aurais terminé avec celui-ci, c'est avec cette présentation, pardon, c'est de pouvoir créer un certain nombre de partenariats entre des acteurs publics, des acteurs privés, qui apportent chacun quelque chose autour de la table et qui peuvent, et ces partenariats peuvent effectivement stimuler l'innovation, pour apporter, encore une fois, de meilleurs services, les plus performants, les plus efficaces possibles pour la gestion et l'exploitation des réseaux routiers. Voilà, je crois que j'en ai terminé avec la présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions, j'ai cru en voir une ou deux dans le slide. Un point aussi que je voulais repréciser, pardon, c'était de remercier Valentina Galasso qui m'a fourni également ces éléments, puisque c'est elle qui a pu rédiger donc, la synthèse de ce rapport dont je parlais, la synthèse pour les aspects système de transport intelligent. Merci beaucoup, Sylvain, pour cette présentation détaillée donc, du rapport PIARC sur les impacts de la pandémie, donc ses principales conclusions et recommandations. Oui, effectivement, donc, il y a plusieurs questions. Alors, pour ma part, j'avais proposé en fait une question. Enfin, tu as beaucoup parlé des données, notamment nécessaires au partage en fait entre les gestionnaires. Durant cette crise, en fait, on a vu effectivement ce recours nécessaire à une information de plus en plus temps réel. Quelles sont, par exemple, les nouvelles sources de données qui selon toi, ont été plus sollicitées ou utiles et on a une autre question, effectivement, est-ce qu'il y a, par exemple, dans ces nouvelles sources de données, un lien avec des applications utilisées comme, on va dire, les navigateurs embarqués sur smartphone? Alors oui, complètement, hein, c'est vrai que les données, ce n'est plus seulement la station Siredo ou la station de boucle de comptage qu'on peut trouver sur un certain nombre de réseaux routiers, hein, c'est aussi un certain nombre de données issues de véhicules connectés, de terminaux embarqués, hein, je pense au téléphone. On a pu voir beaucoup d'analyses qui avaient été faites, notamment par rapport à l'utilisation de ces téléphones, de ces smartphones et l'utilisation de ces données. Donc, effectivement, on a beaucoup d'opérateurs routiers qui se sont tournés vers ces nouvelles données qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude d'exploiter, de traiter. Et toute la difficulté aussi pour ces opérateurs, c'est déjà de trouver, déjà un premier point, le bon contact, on va dire, au sein des différentes sociétés qui peuvent être amenés à donner de l'information au gestionnaire, de l'information utile pour le gestionnaire, et d'autre part de comprendre ce que ces différentes données peuvent apporter au gestionnaire en lui-même. Donc c'est effectivement l'utilisation à la fois de ces données traditionnelles
qui restent présentes, hein, qui sont toujours présentes aux côtés du gestionnaire sur son réseau, qu'il peut avoir en propre, et des outils tels que le téléphone, tels qu'un navigateur embarqué, qui permettent de recueillir un certain nombre de données que le gestionnaire peut acquérir et qu'il peut utiliser de façon à avoir de l'information, compléter l'information qu'il peut avoir à travers des capteurs sur son réseau, et donc la compléter pour avoir une vision la plus en temps réel ou la plus fine possible, et ainsi réagir le plus rapidement possible par rapport, et le plus efficacement possible également, pour la gestion de son réseau. Merci Sylvain. Alors, je vois que les questions apparaissent. Alors, des questions, questions très longues, effectivement. Je vais d'abord prendre la question d'Éric Monserrand, donc de la métropole de Bordeaux, qui te demande si vous avez pu également dégager des recommandations sur les nœuds urbains présents sur les grands axes routiers. Donc, j'imagine par exemple l'exemple de la métropole de Bordeaux. Alors, sur les nœuds urbains, je n'ai pas forcément de spécificité à apporter à ce niveau-là. Je ne sais pas si la question porte peut-être plus spécifiquement sur l'ensemble des mobilités, ou si c'est vraiment sur la voiture individuelle en lien avec des déplacements peut-être domicile-travail. J'ai peut-être un peu de mal à bien concevoir le périmètre de la question. On peut peut-être laisser demander à Éric Monserrand de préciser sa question directement à l'oral. Oui, merci. Bien. Ce qu'il indique, c'est les interfaces entre les axes routiers et les nœuds urbains. D'accord, pas de micro. C'est plutôt la question des interfaces, effectivement. Oui, c'est une bonne question. Je n'ai pas d'éléments plus précis à apporter par rapport à ça. C'est vrai que pendant la pandémie, pendant le confinement, on a quand même eu un trafic qui était soit fortement diminué en ce qui concerne des trafics, on va dire, internes à une métropole. En revanche, on avait toujours ce trafic assez important à l'échelle, on va dire, aux longues distances. Donc les interfaces entre ces axes routiers et ces nœuds urbains, je n'ai pas forcément d'éléments particuliers à apporter sur cet aspect-là plus spécifiquement. Après, non, voilà, j'ai plus d'éléments sur le milieu urbain, sur le milieu interurbain, mais entre les deux, j'ai moins d'éléments, désolé. Voilà, a priori, ta réponse convient. Il y a une question assez longue, donc je vais essayer de la résumer. Éventuellement, je propose que les intervenants répondent directement si besoin pour compléter. Donc, ces évolutions des besoins des usagers durant la pandémie, est-ce que tu vois, par exemple, un exemple d'un besoin qui a évolué et qui, à présent, va perdurer ou se concrétiser, on va dire, dans le nouveau monde suite à la fin de la pandémie, a priori? Ok. Alors, oui, si on revient sur Par exemple, les péages, quoi. Oui, non, effectivement, les péages, pour moi, c'est quelque chose qui devrait se poursuivre. Alors, je pense notamment à toutes les problématiques qu'on peut voir à l'international, qu'on voit peut-être moins aujourd'hui en France, parce que c'est un sujet qui a déjà été en grande partie traité. C'est celui donc du paiement numérique, hein, notamment. Je ne parle pas forcément du paiement free flow, mais de tout ce qu'a pu présenter Olivier comme type de paiement. Ça, effectivement, pour moi, paiement numérique, ça va continuer à se développer, et dans l'ensemble des différents pays qui ont commencé à l'adopter avec la pandémie. Donc, il y a effectivement ces éléments-là qui vont continuer. On va avoir je pense, toutes les questions relatives aux données que les opérateurs ont commencé à investiguer davantage. Comment est-ce qu'on peut disposer de données plus fines, notamment pendant ces périodes de crise. Ça va effectivement, je pense, perdurer après la pandémie, de toujours continuer à avoir un certain nombre
visibilité sur ces données, sur ce qu'on peut en apprendre et pourquoi pas les utiliser notamment dans des périodes un peu spécifiques comme des périodes de crise. Je pense plus forcément à la pandémie en disant ça, hein, mais des événements naturels un peu importants, comme par exemple Fukushima ou ce type d'événement-là où on a besoin de comprendre comment s'effectue la circulation sur un réseau routier qui n'est pas forcément instrumenté. Ça, je pense qu'effectivement, ça va être aussi quelque chose qui va perdurer de manière assez forte. Merci beaucoup Sylvain pour toutes ces précisions. Je vois qu'il est 18 h et donc je vais passer la parole à la dernière intervenante de ce webinaire, en l'occurrence donc Laetitia G, directrice marketing de la société Lacroix City. Voilà Laetitia, si vous êtes avec nous, je vous laisse la parole. Je suis avec vous. Bonjour à tous. Si vous voulez bien passer au slide suivant. Ce que je voulais échanger avec vous, c'est en tant qu'équipementier sur la route et des mobilités intelligentes, en quoi les ITS peuvent apporter quelque chose en gestion de crise, comme on voit une crise sanitaire comme le Covid, mais aussi des crises comme les gilets jaunes ou des grèves ou des crises naturelles. Si vous voulez bien, je vais m'exprimer avec deux casquettes. La première en tant que Lacroix City, membre du syndicat des équipements de la route, et en tant qu'équipementier, pour faire un brief rapide sur le rôle et les missions du syndicat des équipements de la route, qui a 6 sections principales: la signalisation verticale, la signalisation horizontale, la régulation de trafic, donc macro et micro-régulation, la signalisation temporaire et le balisage, les dispositifs de retenue et les protections acoustiques. Les missions principales du CER, syndicat des équipements de la route, c'est vraiment de valoriser l'ensemble des savoir-faire des équipementiers comme Lacroix City, comment ces équipementiers peuvent apporter leur savoir-faire pour avoir une route et une rue, une infrastructure routière plus sûre pour l'ensemble des usagers, partagée par l'ensemble des usagers, qu'on soit en transport en commun, en camion, en voiture individuelle, en trottinette ou en vélo. C'est d'assurer la protection et le partage de la rue par l'ensemble des usagers. Et la deuxième casquette, je vais bien passer au slide suivant, pour vous présenter très brièvement Lacroix City. On a 4 piliers principaux pour à destination des gestionnaires d'infrastructures de la voirie, que ce soit la rue ou la route, que ce soit des villes ou des territoires. En tant qu'équipementier, on se propose d'être catalyseur de mobilité. Et comme je le disais avant, ces dernières décennies, la gestion des routes était très centrée autour du véhicule et les changements comportementaux de l'ensemble des usagers, la diversification des modes de locomotion font que maintenant, la mobilité n'est plus centrée autour de la voiture, mais va du trottoir au trottoir. Et c'est qu'on soit à pied, en vélo, en trottinette, en bus ou un professionnel de la route, c'est ce qu'est la mobilité aujourd'hui. Le territoire doit être partagé par l'ensemble de ses usagers et de fournir, en fonction des flux des personnes et des véhicules, le meilleur compromis pour que tout le monde s'y retrouve. Maintenant, comment les équipementiers de la route, si vous voulez bien passer au slide suivant, comment on a réagi, comment les équipementiers de la route, comment les collectivités locales, territoriales et les villes ont réagi en face des enjeux de cette crise sanitaire. Je vois 3 grands axes. Le premier, c'est comment adapter l'espace public et comment l'adapter rapidement pour assurer toujours la sécurisation des usagers, mais également de les informer et de les orienter, puisque les schémas de circulation ont pu évoluer en sortie de confinement numéro 1, par exemple, avec le déploiement de pistes cyclables de transition. Et tout ça, comment également optimiser l'exploitation et l'adaptation de cet espace public
tout en maîtrisant les coûts et en maîtrisant les coûts d'exploitation d'une ville ou d'un territoire. Le deuxième axe, le deuxième enjeu, c'est comment digitaliser, comment intervenir à distance en cas de pandémie comme aujourd'hui, et tout en protégeant à la fois les agents territoriaux, mais toutes les personnes qui doivent intervenir sur une infrastructure. Une infrastructure routière, que ce soit dans une ville, en milieu interurbain ou en milieu rural, son objectif, c'est de permettre quiconque d'aller d'un point A à un point B en toute sécurité. Donc, il s'agit d'être capable d'intervenir à distance. Et là, la digitalisation, le fait d'équiper nos routes de territoire nous permettent d'anticiper les problèmes et d'intervenir avant que les problèmes n'arrivent. Et finalement, le troisième enjeu, ou plutôt le constat, c'est quand on parle de crise sanitaire et de mobilité, finalement, après un an de retour sur expérience un peu exceptionnel, c'est que tout ce qu'on a pu voir sur les ITS, c'est une route de plus en plus intelligente, pas forcément de façon dispendieuse, mais de mettre des capteurs ici et là, comme Sylvain le disait, l'exploitation des données. On a beaucoup de données qui sont remontées, que ce soit via des capteurs en temps réel ou que ce soit des données statistiques. Mais ça permet de percevoir les changements de comportement. Et ça, finalement, la crise qu'on a vue, c'est à jouer un rôle d'accélérateur de comportement. Les transports intermodaux, multimodaux, quand je vais de chez moi jusqu'au travail, quand je peux, où j'utilise à la fois une trottinette, un vélo, une voiture, un transport en commun, c'est des tendances, ce sont des lames de fond. Et finalement, en France, la crise sanitaire a donné un coup d'accélérateur à ça. Si maintenant je passe au retour d'expérience et ce qui a été mis en place, les équipements de la route, comment adapter cet espace public à une crise, et l'exemple de la crise sanitaire de cette dernière année. Je vais vous donner un exemple particulier très révélateur, c'est la crise sanitaire a eu un impact massif sur les mobilités avec la peur et la désaffection des transports en commun par les usagers en sortie de confinement. Finalement, le deux roues est devenu une alternative absolument crédible face à la peur de la promiscuité dans les transports en commun. Et ces mobilités actives, les trottinettes, les vélos, a vu une augmentation assez phénoménale dès la sortie du confinement. Donc au mois de mai et au mois de juin, on a vu une augmentation de fréquentation de plus de 87% des pistes cyclables. Tout le monde a sorti son vélo, a réparé son vélo, a acheté un vélo électrique. Et si on regarde les chiffres qui ont été publiés par Vélo et Territoire, c'est lissé sur toute l'année 2020, ça représente plus de 30% de fréquentation de pistes cyclables en France, ce qui n'est pas neutre. Quand on regarde également le nombre de créations de nouvelles pistes cyclables qui a été faite et réalisée en 2020, on comptabilise plus de 1700 km de pistes cyclables créées en 2020. Cette accélération a été dopée par le confinement. Et la réponse à court terme, parce que mettre en place une piste cyclable, avoir un schéma directeur de piste cyclable et de partager la route et de changer le schéma de circulation, c'est hyper important. Mais il fallait, dès le 12 mai, mettre en place des pistes cyclables de transition pour sécuriser et mettre en sécurité les nouveaux cyclistes. Parce qu'on peut savoir faire du vélo, mais savoir conduire à vélo en circulation, c'est une autre paire de manches. Et c'est ce qu'on a vu déployer à travers les villes, mais pas uniquement dans les réseaux urbains, mais aussi interurbains, avec une grosse augmentation d'utilisation des vélos et des pistes cyclables de transition, aussi en milieu rural. Une fois fait ça, entre une météo clémente au mois de juin, au mois de juillet, le vélo-route qui a vu une expansion importante lors des vacances estivales,
eh bien, l'utilisation des pistes temporaires, des pistes dites de transition, a permis aussi à des localités de se projeter dans l'avenir et de donner un coup d'accélérateur à la pérennisation de leurs pistes cyclables. Et là, avec cette expérience de pistes temporaires, c'est de repenser les schémas directeurs, repenser les schémas de circulation dans une ville ou sur un territoire, c'est d'être capable d'identifier les points noirs, les carrefours dangereux, les ronds-points dangereux où on doit cumuler transport de fret, voitures et cyclistes, et d'apporter des solutions de signalisation renforcée, en plus de la signalisation réglementaire et nécessaire. Et finalement, cette pérennisation de ces dispositifs nous amène aussi à digitaliser ce territoire avec des solutions de contrôle à distance, avec la nécessité d'avoir des informations en temps réel. Les statistiques d'usage de ces 100 dernières années ne suffisent plus pour prédire l'imprédictible. Et c'est là où, pour être capable de piloter de façon efficace et rapide l'évolution d'un flux de personnes et de véhicules, le comptage des usagers, le comptage de la fréquentation de la chaussée devient importante. La façon de discriminer, que ce soit un piéton, un vélo, une moto ou une voiture ou un camion, là aussi c'est important parce que aujourd'hui la voirie c'est un espace de partage entre les usagers et un partage raisonné en gardant tout le monde en sécurité. Très rapidement, les exemples que je voulais vous donner face à ces enjeux, c'est suite aux recommandations du CEREMA, justement sur comment mettre en place des pistes cyclables de transition et assurer la sécurité des usagers. Jusqu'à 7 solutions d'implantation et de recommandation sont disponibles. Et quand Sylvain disait que les ITS, ce n'était pas forcément des éléments extrêmement coûteux à mettre en place, il suffit de faire appel à du pragmatisme. Et une balise en plastique peut être aussi efficace qu'un système interconnecté très sophistiqué, voire même plus efficace. Et là, les équipementiers de la route permettent de mettre en place très rapidement ce genre de signalisation horizontale, de signalisation verticale, mais également, pour aller une étape plus loin, et donc l'étape plus loin, c'est le slide suivant, d'aller vers des solutions plus sophistiquées et de la signalisation renforcée. Et quand, avec l'expérience de la mise en place et de l'accélération de ces pistes de transition, la pérennisation des dispositifs vient avec plusieurs axes. C'est identifier les points noirs, comme je vous le disais, avec des systèmes de comptage. C'est également sécuriser une piste cyclable, c'est aussi informer les automobilistes, donc les autres utilisateurs de la rue et de la route, qu'il y a des cyclistes qui arrivent. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que les cyclistes soient les plus respectueux du code de la route. Et finalement, la signalisation renforcée, ça permet également de les protéger malgré eux et malgré leur comportement. Et le troisième élément que je voulais partager avec vous, c'est qui a été mis en lumière, sans jeu de mots, par les corridors sanitaires qui ont été mis en place pendant le confinement, c'est que quand on utilise son vélo de nuit, c'est pas uniquement de jour, c'est aussi de nuit. Et il est important de mettre des éléments de sécurisation supplémentaires. Et c'est là que l'éclairage public, au même titre que de la signalisation routière, a un intérêt sur le schéma de circulation. Et l'intérêt, c'est d'éclairer au bon moment les bonnes personnes vulnérables qui sont sur la chaussée, tout en optimisant la consommation d'énergie. Il n'est pas question non plus d'allumer plein feu toutes les villes et toutes les routes de France en pleine nuit quand il n'y a personne. Donc c'est là où les ITS peuvent être intéressants, où on met de façon ponctuelle à des endroits qui sont accidentogènes, qui sont des points noirs, que ce soit de jour ou de nuit, des éléments de sécurisation et de partage de la chaussée. Et ça, c'est
comme ça, avec ce genre de solution facile à mettre en œuvre, car peu intrusive sur la chaussée, on peut adapter l'infrastructure en situation de crise. Et que la situation de crise, encore une fois, soit des inondations, une crise sanitaire ou une grève qui dure. Le deuxième axe sur lequel je voulais partager avec vous, si vous voulez bien avancer d'un point, c'est encore une étape plus loin, c'est les ITS ou comment digitaliser, numériser la voirie. Et numériser la voirie, ça permet également dans ces temps de pandémie de protéger, d'intervenir à distance, tout en favorisant les gestes barrières. On ne s'en rend pas compte quand on marche dans la rue, quand on fait du vélo, quand on utilise sa voiture, mais finalement, on a de multiples occasions de toucher un équipement, quand on est à un péage d'autoroute, d'avoir des tickets, de toucher, d'appuyer sur des boutons, quand on veut traverser de façon sécurisée, d'appuyer sur un bouton poussoir à une intersection. Et là aussi, ça donne un éclairage différent, un éclairage nouveau et une accélération de la mise en place de systèmes sans fil, sans toucher. Et c'est le cas du télépéage, ce dont Olivier a parlé tout à l'heure. Donc, le télépéage, changer un bouton poussoir en un système de détection. Et en plus de ça, le système de détection réduit l'incivilité parce qu'un bouton poussoir sur une intersection, ce n'est pas un interrupteur, c'est un appel pour une micro-régulation et donner une priorité aux piétons. Mais ce n'est pas un interrupteur. Et du coup, quand on a une détection qui est transparente pour l'utilisateur, finalement, les gens ont plus tendance à respecter le petit bonhomme rouge et le petit bonhomme vert pour retraverser. Et le troisième élément, pour limiter les contacts physiques, mais pour néanmoins monitorer, contrôler l'infrastructure à distance et ne pas être tout le temps sur le terrain à faire des tournées pour voir si tout fonctionne, mais d'avoir cette capacité de télégérer les infrastructures et de pouvoir intervenir quand il est nécessaire d'intervenir. Il me semble que c'est Sylvain qui parlait de ça, mais la télégestion, l'utilisation de données pertinentes, l'analyse de ces données pertinentes, c'est un outil d'aide à la décision. Je vais réparer, je ne vais pas réparer, j'y vais pas. Là, on a un espace de route ou de rue dont la sécurité est en défaut, j'interviens plutôt que de faire des tournées inutiles presque à travers toute la ville ou le territoire. Et c'est là que les ITS ont un apport important non seulement auprès des usagers, mais également auprès des gestionnaires et des exploitants de la rue et de la route, qui devient de plus en plus intelligente, pas forcément à grand renfort de millions d'euros, mais de façon pertinente avec des capteurs qui permettent de remonter ces informations. Vous voulez passer au deuxième, et pour faire le lien avec cette rue et cette route intelligente, elle ne devient intelligente que quand on est capable de mettre en œuvre les données reçues. Et finalement, les ITS, c'est un système global qui est de mettre en place des outils de gestion de crise. On a, sans la crise Covid, une gestion de crise, c'est une cité engorgée qui, tous les jours, de 8h à 10h du matin, on est à touche-touche pour se déplacer. C'est une gestion de crise. La pandémie est une gestion de crise exceptionnelle. Et avoir ces outils de gestion permet permet de contribuer, parce que c'est pas la solution à tout, hein, c'est juste pas magique, mais ça permet de contribuer à l'amélioration de la vie dans la cité. Qu'on soit encore une fois à pied, à vélo, en mobilette, en bus ou en voiture individuelle, sans oublier, et ça c'est un élément qui a été mis en exergue
lors de cette pandémie, c'est la multiplication du fret, de la logistique urbaine, et pas que urbaine, pour les livraisons à domicile ont explosé littéralement, et finalement la logistique urbaine devient un élément critique pour la vie de tout un chacun en ces périodes de confinement. Et ça, ce sont des technologies qui sont au service du citoyen, qui permettent d'améliorer la qualité de service auprès des usagers. Et si vous voulez bien avancer d'un petit slide, pour conclure cette intervention, je vais conclure sur le fait, un peu comme ce que Sylvain disait, la crise sanitaire, c'est à la fois un défi, ou plutôt des défis au pluriel, mais aussi des opportunités. Et ce qu'on a pu voir, c'est que finalement, cette crise a été un accélérateur de tendance, des lames de fond qu'on voit mûrir petit à petit, et ce sont des accélérateurs majeurs. Le développement des mobilités actives, j'en ai parlé, des mobilités propres, entre guillemets, la mise en place et l'accélération des zones à faible émission, et aussi des voies apaisées, pas uniquement en centre-ville et dans les grandes métropoles, mais également dans des villages et des territoires moins denses. Les voies apaisées, c'est aux abords des écoles. Les voies apaisées, c'est aussi important que finalement, c'est le citoyen qui reprend possession de son environnement de vie, qui est son territoire, la rue et la route. La logistique urbaine, qui a eu un coup d'accélérateur massif avec cette pandémie. Et finalement, cet accélérateur de tendance, ce qui est important, c'est que les équipements de la route, les ITS, qui doivent être au service de la cité, et il n'est pas question de mettre de la technologie juste pour le plaisir de mettre de la technologie partout, mais c'est vraiment les ITS qui sont au service des citoyens, au service de la cité. Et c'est d'utiliser les bonnes technologies pour pouvoir anticiper, pour pouvoir mettre en œuvre rapidement les bonnes mesures en cas de crise. Et encore une fois, ce sont les usages et les contextes qui dictent les technologies à utiliser, lesquelles sont pertinentes, lesquelles sont plus de l'ordre du gadget. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le partage d'expérience, l'interopérabilité des systèmes qui vont permettre cette mutualisation et d'engranger, d'agréger encore plus de connaissances, et pour être encore plus efficace dans la mise en œuvre de mesures d'exception, comme nous avons pu voir cette dernière année avec la crise sanitaire. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que ici, ce sont quelques exemples d'accélérateurs de tendance, mais les ITS, c'est de l'évolution en continu. Et en ce moment, on a tendance à opposer le high-tech avec le low-tech. Excusez-moi, Laetitia, je vais vous demander de conclure en 1 minute, s'il vous plaît. Oui, j'ai fini. Et finalement, entre le low-tech et le high-tech, il n'y a pas à mettre en opposition. C'est une complémentarité, et cette complémentarité, c'est du pragmatisme et de la technologie de pointe pour pallier les crises majeures comme les crises sanitaires qu'on vit aujourd'hui. En moins de 1 minute. Super. Merci beaucoup, Laetitia G, pour cette présentation très intéressante sur toutes ces nouvelles technologies qui ont accompagné la transformation, comme vous le disiez, du partage de la voirie et des nouvelles formes de mobilité qui sont apparues. Il y a beaucoup de questions dans le chat et des remarques, donc éventuellement, je vous laisserai peut-être continuer la discussion sur l'outil de discussion en ligne. Plusieurs sujets, dont notamment celui du véhicule autonome qui me paraît assez intéressant. Je propose de donner à présent la parole à Martial Chevreuil, donc président d'ATEC ITS France, et qui va conclure ce webinaire. Martial. Martial, la parole est à toi. Oui. Super. Je suis là, mais j'avais oublié d'ouvrir mon micro. Oui, merci en particulier Laetitia, qu'on a sollicité vraiment en dernière minute.
Merci, c'était très riche. Alors, avant juste de conclure, je voulais quand même rappeler, dire quelques mots sur ATEC ITS France. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent, mais pas forcément toutes nos activités. Je voudrais juste rappeler que nous rassemblons, si on rassemble les acteurs de la mobilité intelligente, donc en fait qui est basé sur les ITS, bien sûr, dans un esprit de coopération, de facilitation du dialogue. Voilà, nous ne sommes pas des défenseurs de l'intérêt particulier. Ce que nous voulons, c'est faire avancer les choses à la fois donc en utilisant bien sûr les nouvelles technologies au mieux, sans oublier que l'important, ce n'est pas la technique, mais c'est l'usage qui en est fait. Voilà ce que je voulais dire. Alors nous, nous travaillons juste quelques éléments rapidement sur ce que nous faisons. Nous avons aussi des groupes de travail qui contribuent à ce qu'on appelle les feuilles de route dans le cadre du programme Mobilité 3.0 qui est soutenu par la DGITM. Je voulais juste souligner que dans ce cadre, on vient de mettre à disposition, pas en enquête publique, mais en consultation publique, un rapport sur le numérique et la mobilité, qu'on avait appelé au départ Big Data. Je sais que la IPCR, excusez-moi, je dis toujours la IPCR, le PIACR avait produit dans la session précédente, me semble-t-il, aussi un rapport sur le sujet. Je pense que ce serait intéressant que des gens qui ont participé à ce rapport consultent le rapport qui a été produit, et surtout nous organisons un séminaire le 1er juin sur le sujet, auquel je serais très heureux d'avoir des participations des personnes qui assistent à ce webinaire ce soir. Nous avons aussi une revue trimestrielle qui est ouverte à tous les auteurs qui veulent bien contribuer. Le prochain numéro porte sur les compétences justement dans le domaine des ITS. Et puis nous avons notre groupe Grenelle que malheureusement n'a pas pu se tenir en 2021, en janvier, il ne se tiendra pas en juin non plus, mais nous nous retrouverons avec, je pense, beaucoup de plaisir, les acteurs des ITS en janvier 2022. Nous allons lancer un appel à contribution, sachant qu'on va beaucoup utiliser ce qui avait été préparé pour 2021, mais nous allons aussi en juin organiser des événements autour des communications avec toutes les informations que nous avons, propositions que nous avons reçues concernant le congrès. Nous serons, pour certains, nous les mettrons en valeur en juin autour de différents types de manifestations, et ça vaut également pour les exposants. Alors j'étais très heureux qu'on ait pu faire ce webinaire conjoint avec PIACR France. Bon, moi-même je suis un ancien un ancien combattant, un ancien de PIACR France. Je suis toujours membre bien sûr, mais j'ai été président du comité ITS et exploitation routière entre 2008 et 2011. Donc, je connais assez bien le sujet, donc je suis vraiment très heureux de avoir pu organiser ce séminaire ce soir. Et comme d'habitude, le temps est toujours trop court pour approfondir un certain nombre de questions. Donc, je voulais remercier les intervenants, les orateurs sur le sujet, avec différents angles de vue, y compris l'angle international. Effectivement, je crois aussi qu'on a intérêt à... on en discutera avec André et de poursuivre notre collaboration, parce que c'est une façon aussi de faire de la veille sur ce qui se passe au niveau international, mais aussi il y a sans doute des canaux pour valoriser ce que nous faisons en France, et je crois qu'on n'a pas à rougir sur ces sujets d'ITS, en particulier donc sur le sujet routier, qu'on oublie un petit peu dans l'image des derniers éléments, communication, pas récemment, mais un peu plus ancienne sur la mobilité, faisait un peu oublier la route, alors que la route est essentielle, si on veut avoir offrir toujours un niveau important efficace pour la mobilité. La route est indispensable, et la route, c'est pas que la route avec le véhicule polluant, c'est la route avec les différents usagers, c'est la route, c'est la rue, c'est le domaine du véhicule électrique décarboné. Alors, il y a eu quelques questions sur le véhicule autonome. Est-ce que la crise va changer le point de vue sur la feuille de route sur le véhicule autonome? J'avoue qu'aujourd'hui, je suis absolument incapable d'en parler. Nous travaillons justement au sein de la TEC sur ces sujets, sur quelle sera la mobilité de demain. Donc, si vous êtes volontaire, vous avez des idées, n'hésitez pas à joindre nos groupes de travail. On vous enverra le lien pour candidater. C'est tout à fait ouvert à tout le monde, même si vous n'êtes pas adhérent à la TEC. Et si vous êtes adhérent, bien sûr, c'est encore mieux.
Alors, ce que je voulais retenir un peu quand même pour revenir au webinaire et au contenu et à vos interventions, ce qui est, je pense, complètement comment dire, assuré, c'est que heureusement qu'on avait toutes ces technologies pour gérer dans de bonnes conditions la crise, qu'elle a été, ça a permis justement d'offrir une mobilité résiliente, même si ça a parfois été très difficile. Mais heureusement qu'on a des moyens aujourd'hui performants pour observer la mobilité. Et il y a encore des choses à faire pour les améliorer, hein. Et là, je pense qu'en France, on a quand même pas mal à la fois des centres de recherche, des industriels, des startups qui se développent sur ces sujets, hein, sur justement les ITS à bas coût. La IPCR aussi avait travaillé, CACRE avait aussi travaillé sur ces sujets. On a des moyens de communication dans tous les très performants, hein, qui permettent justement de bien informer le public. Et puis, et on n'a pas à rougir face à effectivement Google. Je crois qu'il y a une question, effectivement, pas une question, mais une remarque sur Google qui prétend pouvoir offrir qualifier les itinéraires plus, j'allais dire environnemental friendly, enfin moins émetteurs de CO2. Bon, je pense aussi que les autorités organisatrices de la mobilité ont leur mot à dire et qu'on ne pourra pas laisser complètement à l'individu individuel de prendre, comment dire, l'optimum individuel n'est pas forcément l'optimum collectif et pour la société. Donc, je pense qu'il y a un besoin de régulation, nous en parlerons sans doute aussi. Donc, je pense que ça, c'est important et ça a d'ailleurs été bien révélé pendant la crise. Moyens de communication et surtout encore beaucoup de travaux à faire sur les moyens d'anticipation. Là, donc, les nouvelles technologies, intelligence artificielle, enfin, tous ces sujets doivent permettre de progresser, mais le progrès est toujours nécessaire, il ne s'arrêtera jamais, heureusement. Voilà ce que je voulais dire. Donc, je vous remercie encore. Je pense que je voulais vous parler peut-être du programme de la tech, mais nous n'avons pas le temps. En tout cas, rendez-vous surtout, je pense, sur le séminaire Big Data. Puis pour d'autres rendez-vous, je pense qu'avec Pierre France, on aura l'occasion de monter à nouveau des événements communs. Voilà, merci à toutes et à tous et bonne soirée. Merci beaucoup, Martial. Également, je remercie à mon tour tous les intervenants de ce webinaire ainsi que les participants. Voilà. Et je pense que les présentations seront disponibles en ligne sur les sites mutuels ATECTS France, PIARC France et CEREMA, j'imagine. Oui. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée en tout cas. En tout cas, merci à l'animateur de ce webinaire. Et à bientôt. Et un plaisir. Merci, à bientôt. Merci.